Génération Pro. Salut Ben. Je m'appelle Raphaël, j'ai 30 ans et je suis tes aventures depuis seulement quelques mois. Je me permets de t'écrire ce message au sujet de mon grand-père, Fernando. C'est un personnage comme on n'en fait plus, espagnol et plus précisément andalou. Il vient de fêter ses 92 ans, tu vois, et c'est lui qui m'a transmis sa passion pour la moto. Il a vécu dans un petit village très calme en plein cœur de l'Andalousie avec ses frères et sœurs. Et malheureusement, dans les années 30, la dictature est venue tout changer et pousser un nombre incalculable de familles à fuir le pays, dont la mienne. Pas très joyeux. L'histoire a fait que tout le monde est parti pour la Bretagne, là où j'ai grandi. C'est marrant parce que il a toujours sa première moto. On l'a réparée maintes fois, mais j'ai l'impression qu'il a toujours eu cette bécane. Lui qui a fait son adolescence dans les salles de cinéma de son quartier, il l'a justement acheté après avoir vu L'équipé sauvage avec Marlon Brando. Je pense que tu dois connaître. Hier, il m'a fait une confidence et je dois t'avouer que c'est un petit peu pour ça que je t'écris. Son plus grand regret est de ne jamais être retourné dans son Espagne natale. Mais l'âge et la petite santé ont eu raison de ce rêve. C'est dans son habituel silence qu'il me fit comprendre que sa vie ne lui a jamais laissé autre option que de protéger sa famille. L'important était que le frigo soit rempli, les factures soldées et tout le reste était secondaire. Alors pour s'évader, c'est dans ses films préférés et dans des vidéos trouvées sur internet qu'on entretient lui et moi cette soif d'ailleurs. Et tout ça m'a donné une idée. Je me sens un peu débile quand je te l'écris comme ça, mais bon, qui ne tente rien à rien. Si un jour, pour raison X ou Y, tu vas là-bas, en Espagne, ou pourquoi pas même en Andalousie, est-ce que tu penses que tu pourrais faire une petite photo souvenir pour lui ? Je pense que ça le toucherait énormément, et je t'avoue que moi aussi ça me ferait super plaisir. Dans tous les cas, j'espère que tu recevras ce message. Je te remercie pour ton travail, et puis je te dis peut-être à bientôt. Amicalement, Raphaël. Et merde. J'étais prêt à tracer ma route pour le Portugal. Et ce message est venu tout changer en quelques minutes, 4 jours seulement avant le départ. La moto, l'Espagne, Fernando, cette histoire commençait à sonner comme une invitation. Une invitation non seulement à découvrir un pays dont j'ignore beaucoup de choses, mais aussi à répondre à la demande de Raphaël pour son grand-père. Alors on va faire simple. Je vais partir de la frontière, longer toute la côte espagnole jusqu'à Gibraltar, aux portes du Maroc, comme le voulait Fernando, et je vais remonter par Séville pour tenter à la fin de retrouver sa maison d'enfance, quelque part dans la province de Cordoue, au fin fond de l'Andalousie. Je vais pas me limiter à une simple photo. Je vais revenir avec un album complet, des histoires, des rencontres, tout ce que je vais croiser sur la route et bien sûr, une vidéo, celle que tu es en train de regarder. Alors assieds-toi bien et bienvenido à España. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place. Such a lovely place. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place. Such a lovely place. Jour 1, au-delà des frontières. Réveil avec vue imprenable sur la côte, j'ai eu l'occasion de passer la soirée avec mon ami Tom, qui se trouvait à quelques bornes seulement. En tout bien tout honneur, j'entends. Mais nos routes ne font que se croiser. Lui doit partir de son côté dans quelques heures seulement, tandis que moi, je dois commencer ma descente vers le sud. Your best
somptueux comme endroit. On prend le petit-déj, on se raconte quelques anecdotes, et je commence enfin ma descente vers le sud. Ce soir, il faut que je sois à Barcelone. Ciao mec, merci. À la revoyure. Je découvre non sans étonnement des petits bêtes particulièrement calmes. C'est assez compréhensible par les températures en cette période de l'année. Les habitants restent là où il fait le plus frais, chez eux. J'avale les kilomètres jusqu'à arriver à Blanes, moyenne ville de 40 000 habitants qui ouvre tout doucement les festivités, avec une vue assez imprenable qui m'est offerte. Oh, ah ouais, c'est méga vue de malade. C'est assez étonnant parce que, à ce moment précis, j'ai les yeux grands ouverts sur tout ce qui m'entoure. Comme si je m'étais prédisposé à en prendre plein les yeux. C'est pas comme ça que ça marche normalement. Pourtant, ce que je vais découvrir au fur et à mesure de la descente va certes m'impressionner, mais pas dans le sens que j'imaginais au départ. Je continue ma route, j'en profite pour faire quelques clichés, et à une dizaine de kilomètres de Barcelone, je décide de louer une petite chambre pour la nuit, ce qui me permettra d'avoir tout le temps de découvrir la ville le lendemain. Allez, okay. Bonne nuit. Thank you very much. Jour 2, être mauvaise langue. Bon, je suis fatigué, mais j'ai plutôt bien dormi quand même, ça va. La moto est juste là, et on part visiter Barcelone. Capitale cosmopolite de la région espagnole de Catalogne et populaire dans le monde entier, Barcelone est réputée pour son art et son architecture. La basilique de la Sagrada Familia et d'autres bâtiments emblématiques conçus par Antoni Gaudí sont de parfaits exemples du modernisme catalan. Sous les conseils d'un ami, je pars faire un tour au célèbre marché de la Boqueria qui débordait de monde, de senteurs et de bonne humeur. Des fruits, des légumes, des épices et de la charcuterie, la Boqueria est tellement populaire que c'est sans aucun doute le marché à faire si tu passes un jour par Barcelone. Je prends un moment pour déguster des tapas qui sont certainement la spécialité culinaire du pays, avec évidemment la paella, et je reprends ma route vers Castellón de la Plana pour une soirée vraiment pas comme les autres. D'apparence assez classique, Castellón de la Plana cache une particularité. Une communauté roumaine de plusieurs milliers de personnes y vit depuis longtemps. Au départ, une poignée d'immigrés qui cherchaient une meilleure qualité de vie, qui a donné une grande communauté soudée et intégrée dans le paysage espagnol. Je sais pas si tu te souviens, mais dans mon précédent épisode en Corse, je suis parti avec Diana, une Roumaine qui a vécu en Espagne puis en France. Et lors de notre trip, elle a acheté une bouteille d'alcool pour ses parents qui vivent, devine où ? En Espagne. Tu commences à comprendre ? Elle m'a remis la bouteille juste avant de partir et m'a missionné de le remettre en main propre. Et tu sais quoi ? Je ne parle ni espagnol, ni roumain. Et quant à eux, pas un mot de français et encore moins d'anglais. Ça s'annonce folklorique. À la tombée de la nuit, j'aperçois enfin le père de Diana qui m'attendait au coin de la rue. On monte, on fait connaissance. Et passé les premiers moments de gêne, on tombe finalement d'accord et on se trouve même des points communs. Ah oui, c'est de l'eau, ouais. Comment on dit santé en roumain ? Noroc. Noroc. Il faut croire qu'on n'est pas si éloigné que ça niveau culture. J'ai appris que le roumain était une langue latine et pas slave, et que pour dire merci, eh bien on dit merci, mais avec un S. Et pour terminer la soirée en beauté, les parents de Diana n'avaient pas encore vu la vidéo dans laquelle était leur propre fille. Alors, j'ai pu recueillir non sans plaisir leur réaction en direct. Si on m'avait dit un jour que j'allais montrer ma vidéo corse à des Roumains en Espagne, franchement, j'y aurais pas cru. Sur ce magnifique moment, il est temps d'aller dormir.
Jour 3, les portes du désert. J'ai au moins 5 ou 6 heures de route aujourd'hui pour aller jusqu'à Almeria. Mais je suis motivé. You painted a time, yeah, yeah, when our love was brand new. À 500 km de moi se trouve le désert de Tabernas, à ne pas confondre avec les Bardenas. Moins populaire car bien plus éloigné de la France, j'ai cependant entendu que ce désert abritait des studios de cinéma. Et ça tombe bien, parce que c'est un des endroits favoris de Fernando. J'ai vraiment hâte de voir à quoi ça ressemble. Came to you, yeah, yeah, crawling Bienvenue à Valence. C'est beau ça. yes I did, begging you to give me one more chance, darling, and darling, please. Le hasard des routes n'est certainement pas toujours gagnant, mais parfois, il arrive qu'il mette sur mon chemin des petits trésors comme ce petit château, juste là. I love you, I love you, I love you, I love you, darling, darling, and I thought that we would never part. My friends all told me fools rush in, where wise men never go, but I couldn't help myself. Comme je prends toujours un temps fou pour filmer et photographier, je me retrouve comme d'habitude à des heures pas possibles, dans des endroits pas possibles. Et comme il est tard, je remets Tabernas au lendemain. Mais même pour cette seule photo, je dois dire que ça valait vraiment le coup de tarder. Après au moins 3 ou 4 tentatives ratées, je trouve enfin une chambre non loin de ma position dans un endroit qui va dès le lendemain me montrer une Espagne dont j'ai l'impression que peu de gens parlent. Jour 4, la face cachée. Je me lève, me prépare avec autant de classe que Brad Pitt, j'avale un café et j'enfourche le Vestrom. Je découvre avec stupéfaction pléthore de bâtiments commencés mais jamais finis. Des boutiques abandonnées, des rues désertes, bref, une ambiance déstabilisante. Après une conversation avec un commerçant, je finirai par apprendre que comme énormément d'endroits dans le pays, cette ville qui semble avoir un potentiel incroyable située entre deux eaux a terriblement souffert de la crise immobilière de 2008. Seuls quelques retraités semblent encore vivre ici à l'année, à la lenteur du rythme des vagues. C'est à partir de ce moment que j'ai commencé à ouvrir les yeux et comprendre que ce voyage serait bien différent de mes attentes. Plus je descendais, plus je sentais la température augmenter. J'avais soif en permanence. Je buvais peut-être 2 ou 3 litres d'eau par jour tellement l'air était sec. Et justement, je voyais les paysages changer doucement pour laisser place à des horizons arides, désertiques et sensationnels. J'étais comme un fou. C'était la première fois de ma vie que je mettais les pieds ici et j'étais subjugué par ce que l'Espagne avait à m'offrir ce soir-là. You made me love you. I didn't want to do it. I didn't want to do it. You made me want. Je prends toute la mesure de ce cadeau et la nuit tombant, je me dirige vers la petite ville de Tabernas. Les 3 seuls petits hôtels étant malheureusement complets, je me retrouve comme un idiot, prêt à planter la tente n'importe où dans le désert. Mais seulement quelques minutes plus tard, la patronne d'un d'entre eux me rappelle et me propose une chambre dans ce qui semble être un gîte contre un prix dérisoire à l'entrée de la ville. J'accepte bien entendu et je pars m'installer avant qu'elle ne me recommande le restaurant de son ami Diego. 1 bière et 3 tapas, 4 €. Je pense que ça va être difficile de faire mieux. Dans tous les cas, merci à cette petite dame charmante comme tout qui a mis un peu de lumière dans ma soirée.
Jour 5, que la fête commence. Un café avalé rapidement, j'ai décidé d'aller faire quelques rapides travaux sur ma tête dans le seul barbier ouvert du coin. Le temps de marcher dans les rues, je découvre une petite ville plutôt pauvre, aux façades parfois tristes, mais aux couleurs chaleureuses. Non sans paradoxe avec ce banal panneau, affichant une cagnotte de 42 millions d'euros à gagner posée, ici, comme ça. Je trouvais la scène particulièrement cynique et assez évocatrice de notre époque. Quoi qu'il en soit, je remonte sur ma moto pour enchaîner ma journée qui s'annonce très chargée. Et à seulement quelques kilomètres de là, se trouve enfin le petit bijou que j'attendais. Ici ont été tournés quelques-uns des plus grands films de l'histoire du cinéma. Laurence d'Arabie, Les 7 mercenaires, Le Bon, la Brute et le Truand, ou encore Indiana Jones 3 pour ne citer que. C'est pour sa très forte ressemblance avec les déserts arides américains et le nord de l'Afrique que le désert de Tabernas accueille depuis les années 50 des équipes de tournage. Même si les studios sont un peu moins actifs de nos jours, je comprends enfin pourquoi Fernando rêvait de visiter cet endroit qui me transporte directement dans une autre dimension. Oh la vache. Mais c'est quoi ce paradis? Incroyable. Je poursuis ma route vers Almeria sous un soleil de plomb pour retrouver quelqu'un. Il vient de me passer devant. Dans la nuit, j'ai reçu un message de Benoît, un Suisse qui se trouvait à quelques heures de route, qui s'est proposé de me rejoindre pour la journée. Et il est là. Hola. Comment va? Ça va bien toi? Benoît. Bah Benoît aussi. Voilà. Excellent. Et tu viens d'où au fait? Là je viens de Grenade. Non mais toi tu viens... De Suisse. Ah, je me disais que t'avais un accent. Et ça fait combien de temps que tu roules? La vingtaine bien sonnée et un job fraîchement quitté pour profiter un peu de la vie, j'ai prévu de lui faire découvrir mon parcours de la journée. Direction la playa de Montsul. On découvre alors un bord de mer absolument paradisiaque longeant la piste qui nous mène à un rocher pas comme les autres. Ça te dit rien ce rocher? Pas comme les autres, j'ai dit. Bon, allez, je vais t'aider. Voilà. Spéciale dédicace à Fernando, dont c'est le héros préféré. On avale les kilomètres direction Marbella, qu'on pourrait considérer comme une sorte de Saint-Tropez espagnol. C'est là où nous passerons la nuit. Depuis quelques heures, je vois autour de moi des choses qui me questionnent. J'arrête pas d'apercevoir des grands champs de serre où ils font pousser certainement des fruits et légumes qui vont à destination de pays comme chez nous, comme la France. Et effectivement, après m'être renseigné, je suis bien en plein cœur d'une colossale culture de fruits et légumes.
Avec ces étendues de serre tellement gigantesques qu'elles sont visibles depuis l'espace, surnommée la mer de plastique, la région d'Almeria produit et fournit une quantité démesurée d'aliments pour le monde entier. Tu sais, ce sont ces fameux emballages que l'on trouve dans nos supermarchés estampillés « Origine Espagne ». Un modèle ultra productif au détriment de milliers de travailleurs exploités, la plupart du temps des immigrés africains qui, dans l'espoir, cherchent à subsister dans un European Dream qui n'existe pas. Tout ce que je peux dire, c'est que c'était édifiant à voir et tellement grand que l'on a mis plusieurs heures sur les routes à sortir de cette zone de désolation. Si le sujet t'intéresse, tape les serres d'Almeria dans Google et tu trouveras beaucoup d'articles qui traitent du problème. Après 300 km de route, on trouve une chambre abordable sur les hauteurs distantes, un tout petit bled en impasse dans les montagnes, les prés Marbella étant bien trop délirants et loin de nos moyens. Et après une bonne douche et une bière, nous voilà enfin prêts à échanger sur notre journée. Tu sais, toutes les serres qu'il y avait à Almeria, on en a vu là où on s'est retrouvé ce matin, déjà. Et il y en avait encore Il y en a eu un bon bout sur l'autoroute. pendant des heures et des Ouais. heures, il y en avait. T'imagines? Esthétiquement, moi, c'est pas les plus belles routes que j'ai fait de mon road trip, en tout cas, ça c'est sûr. Non, c'est pas les plus belles, mais il y a un truc que j'aime bien là-dedans, c'est le côté un peu... tu découvres aussi pas que des trucs beaux, quoi. Ouais, bah ouais, clairement. Puis c'est de l'éducation, en vrai. C'est l'éducation et c'est presque, il y a peut-être aussi un tout petit travail d'enquête à faire, enfin qui est intéressant, à se renseigner. Mhm. Ouais, ça fait pas rêver, hein. Non, clairement. Bon, et on va se coucher. Yes, Go. je crois qu'on a mérité. Allez, bonne nuit. Jour 6, les portes du Maroc. À ce moment précis, j'en suis déjà à 1300 km parcourus depuis la frontière. J'avoue que je m'en suis vraiment pas rendu compte tellement les journées étaient denses et remplies. Dans tous les cas, Benoît va me suivre jusqu'à Gibraltar pour cette avant-dernière journée. Ah, c'est ça, Marbella. Peuplée de 150 000 habitants, Marbella est une station balnéaire pour touristes aisés. Quand je dis aisé, c'est vraiment aisé. Belle, mais trop surfaite à mon goût, choisissons de n'y faire qu'un court passage sans nous y attarder pour rouler en direction des portes du Maroc, tellement la journée va être remplie. Mon compagnon suisse me confie qu'il n'est pas du tout habitué à faire de longs trajets de plusieurs centaines de kilomètres, tellement les distances chez lui sont courtes. Il faut savoir que Gibraltar est un territoire britannique d'outre-mer totalement accessible par la terre. Il faut juste un passeport valide, et c'est tout. Fait marquant, à seulement quelques mètres du poste frontière se trouve une piste d'aéroport. Corrige-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est le seul dans le monde qui est traversé par des voitures. Une fois à l'intérieur, je constate le prix de l'essence particulièrement bas. J'ai l'impression d'être en 2017. Ah, cette époque où la vie était encore accessible. Peuplée de 33 691 habitants tout rond, sur une surface minuscule de 7 km², le bout du territoire est atteint en seulement 15 minutes. Ouais, 15 minutes. Mais après 1400 km, 6 jours et 4 heures, les portes du Maroc, le continent africain.
Benoît était venu exactement pour ça, de sa Suisse natale, et il a eu exactement ce qu'il voulait. Sa mission est remplie, terminée. Et quant à moi qui n'étais même pas censé venir en Espagne, je me suis retrouvé à me lancer dans cette mission pour rattraper le passé de quelqu'un, Fernando. À ce propos, maintenant que j'ai atteint le bout de l'Europe, il est peut-être temps d'aller retrouver cette maison. On trouve un petit rad de bord de route pour déguster quelques tapas. Il se confie et me raconte qu'il ne sait pas encore bien quelle sera la suite de sa vie après son voyage. Je lui réponds simplement que la peur, parfois, peut avoir des vertus positives. Sans l'incertitude, l'aventure et les possibilités n'existeraient tout simplement pas. Dernier jour, qui oublie ses racines, n'atteint pas sa destination. Je ne possède quasiment pas d'informations, aucune photo de la maison, mais néanmoins, un point GPS plus ou moins précis qui devrait m'aider. Je pars à la recherche de cette propriété qui a été vue par Fernando pour la dernière fois, il y a, il faut le rappeler, 80 ans. C'est juste énorme. Situé dans la province de Cordoue, je passe de village en village, tous plus calmes les uns que les autres. La chaleur est particulièrement lourde. J'ai beau être plus que motivé. Mon dos, lui, commence à sentir le poids des kilomètres avalés ces derniers jours. Mais je ne me démonte pas et je continue. Je commence à rentrer sur des pistes au milieu de champs de culture qui se ressemblent tous. Putain, je comprends plus rien ce que me fait faire le GPS. Il m'a envoyé à droite, à gauche. C'est censé être... Je suis censé être pas loin, là. Je comprends rien. Normalement, si là, il se trompe pas, la maison, elle doit être derrière ces trucs-là, là. Et après presque 2 heures de recherche, j'arrive enfin à ce qui semble être mon point GPS. Mais non, c'est pas ici, c'est pas possible. Ah, putain. Sans déconner. C'est un truc de paysan, ça. C'est ici depuis des années. Ça peut pas être ici. Ah, putain. Je suis au milieu de nulle part. Il n'y avait rien, c'était vide. Bonjour Fernand. C'est Ben. Je te laisse ce message pour te dire que je trouve pas. J'ai pourtant cherché longtemps, sans succès. Mais je sais maintenant pourquoi. Alors que je partais regagner la frontière, j'ai croisé un exploitant agricole, motard à 16 heures, qui se demandait bien pourquoi je tournais dans le coin. Dans un anglais aussi bon que mon espagnol, il m'a expliqué que sa famille vivait non loin d'ici depuis plusieurs générations. Il me racontait que son propre père possédait des habitations ici même, avant de décéder d'un accident. Forcément héritier de ses terres, il m'a expliqué que ton village était bien là où je me trouvais, mais que faute d'habitants, à cause de la dictature de Franco, il fut malheureusement abandonné, puis déserté, pour finalement être rasé dans les années 80, après la chute du régime, pour en faire une exploitation agricole. C'est une histoire complètement dingue que tu m'as amené à vivre. Même si la déception est là et que j'aurais préféré te ramener de meilleures nouvelles, eh bien je ne peux que te remercier. Merci de m'avoir fait voir ton Espagne, avec ses richesses, mais aussi ses pauvretés. J'ai l'impression d'avoir vu la véritable Espagne, celle qu'on ne nous montre pas, hors de toute carte postale. Et dans ce monde, je peux te dire qu'il est bon d'avoir un petit peu de vérité. Alors c'est sûr, je n'ai pas tout vu, j'ai manqué des choses. Mais ce qui est certain, c'est que j'ai suivi tes traces. J'ai suivi ton histoire. Je dois te dire que Benoît m'a invité à rouler en Suisse, et tu t'en doutes, je pense que je vais y aller. C'est drôle à quel point les petites rencontres de la vie peuvent parfois nous amener à vivre de grandes choses. Tu trouveras bientôt dans ta boîte aux lettres une enveloppe remplie de photos. C'était ma promesse, mais une bien maigre contribution face à ce que tu m'as fait vivre. Alors 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois, merci.
Merci d'avoir suivi cet épisode. Si t'as passé un bon moment, n'hésite pas à rétribuer mon travail avec un pouce et un commentaire. Il est temps pour moi de filer. Et je te dis à très vite pour l'épisode 3. Allez, à plus!